Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes. La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle. Mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle. Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne. Alors je le dis, parce que c'est la vérité. Il ne faut pas travailler. Tu vois, il faut s'organiser pour ne plus jamais travailler. Et donc nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, dans une nouvelle émission de Sortir du capitalisme consacrée aujourd'hui aux critiques de la justice et du système pénal au cours des années 1968 et également de l'actualité de cette critique aujourd'hui. Et pour parler de ce sujet fort intéressant, nous sommes avec Jean Bérard, auteur sur le sujet d'un ouvrage passionnant, La justice en procès, les mouvements de contestation face au système pénal 1968-1983 est paru aux presses de Sciences Po en 2013. Jean Bérard donc est également historien, maître de conférences à l'ENS Cachan et il a également écrit sur ce sujet 2 ouvrages. Un aux éditions Amsterdam en 2008 qui s'intitulait 80 000 détenus en 2017, point d'interrogation, réforme et dérive de l'institution pénitentiaire. Et il a également écrit en anglais Bastille Nation, French Penal Politics and the Punitive Turn en 2013. Donc je traduis la nation embastillée, les politiques pénales françaises et le tournant punitif. Donc bonjour Jean. Bonjour. Alors du coup, dans ton livre, tu pars du moment 68 qu'on a traité dans d'autres émissions comme un point de départ, alors qu'évidemment pas un point de départ historique de la critique de la justice et du système pénitentiaire. C'est une critique assez ancienne dans la gauche et dans l'extrême gauche, notamment cette expression de justice de classe. Et du coup, comment est-ce que va se formuler au moment de 68, la critique de justement de la justice de classe, qui est un peu la critique de base de la justice et du système pénitentiaire, mais qui va ensuite s'étendre, se ramifier et se complexifier au fur et à mesure des années 68. Effectivement, ce qui m'intéresse, c'est la question de la politisation des questions pénales en 68 et après 68. Politisation par des mouvements militants, certains anciens et d'autres nouveaux qui naissent précisément dans ces années. Comme tu l'as dit, la politisation de la justice pénale, sa prise en compte dans un cadre théorique et politique militant n'est pas nouvelle en 68, mais disons que pour schématiser un petit peu, peut-être qu'on pourrait dire que l'investissement militant dans les questions judiciaires, sur la longue durée auparavant, c'est un peu concentré autour de peut-être de 2 grandes figures, pourrait-on dire. La figure de l'erreur judiciaire, c'est évidemment le modèle de l'affaire Dreyfus comme moment de création de la figure de l'intellectuel, donc l'erreur judiciaire comme motif de mobilisation contre l'injustice de la justice. Et puis, peut-être seconde figure, celle du prisonnier politique. Prisonnier politique, donc là, qui se trouve confronté à la justice pénale, précisément en raison d'activités militantes, et donc qui fait un lien assez direct entre militantisme politique et justice. Figure du prisonnier politique qui va déclencher des formes de mobilisation spécifiques, certaines qui concernent l'intérieur de la prison, par exemple demander un régime pénitentiaire spécial pour les détenus politiques, d'autres qui concernent finalement les mobilisations à l'extérieur de la prison, par exemple élargir le spectre du soutien politique aux détenus politiques en allant mobiliser au-delà du cercle des militants eux-mêmes. Ces 2 figures forment des moments de politisation de la justice pénale, mais elles laissent, pourrait-on dire, dans l'ombre, ce qui forme l'ordinaire de la justice pénale.
l'ordinaire de la justice pénale, c'est-à-dire la masse des gens qui sont en prison et dont l'affaire ne va ni donner lieu à un grand débat pour savoir s'ils sont coupables ou innocents, ni donner lieu à des comités de soutien parce qu'ils sont là pour des raisons politiques. Effectivement, comme tu l'as dit, cet ordinaire de la détention, il peut être analysé dans des termes politiques autour de l'expression relativement commune de l'idée d'une justice de classe. Justice de classe, c'est-à-dire justice qui, au fond, ne fait que répercuter dans le champ du droit pénal des formes de domination sociale. On trouve de multiples expressions synthétiques qui servent à décrire ça. Faible avec les forts, dur avec les faibles, une justice à deux vitesses, l'impunité des puissants, etc. Cependant, ce qui me semble important, c'est que avant 68, dans la structuration des mouvements politiques, syndicaux, l'idée que la justice est une justice de classe ne va pas nécessairement avec l'idée qu'il faut être solidaire avec les prisonniers, le tout venant des prisonniers. En particulier, pour le dire encore une fois de manière un peu rapide peut-être, autour d'une distinction célèbre, une distinction célèbre dans la tradition marxiste, entre ce qui constitue le cœur de la classe ouvrière mobilisée, le prolétariat, et ce qui constitue la marge inférieure des classes dominées, le sous-prolétariat. Autour d'une analyse fausse historiquement, mais de grande portée théoriquement de Marx sur la révolution de 1848, et l'idée finalement que les journées de juin sont écrasées par le retournement du sous-prolétariat contre le prolétariat. Sous-prolétariat qui forme donc plutôt une figure repoussoire vis-à-vis des mouvements sociaux. Repoussoire parce que n'étant pas affilié au monde ouvrier, pas affilié au monde des partis politiques ouvriers, ni au monde syndical, il forme finalement une espèce de population flottante, toujours à disposition des classes dominantes pour être retournée contre le mouvement ouvrier, par exemple autour de la figure du briseur de grève. Donc, pour cette raison-là, c'est tout à fait possible d'analyser la justice comme une justice de classe sans faire des prisonniers eux-mêmes des sujets politiques avec lesquels on a envie de s'allier. C'est ce schéma-là qui va être bousculé par 68. Alors, il va être bousculé par 68 d'une manière qui n'est pas forcément immédiatement perceptible. C'est-à-dire qu'on peut trouver dans 68 et dans ses suites la reproduction de ce type de figure. D'abord parce que peut-être les premières formes de politisation de la détention qui suivent mai-juin 68 reposent encore sur l'idée que on réprime des militants, il y a des militants d'extrême gauche en prison, et donc il faut se mobiliser pour défendre ces militants. Et ces mobilisations fonctionnent d'une manière assez classique, selon les deux schémas dont on a parlé il y a un instant. D'une part, par l'idée qu'il faut que ces militants accèdent à un statut de détenu politique, et d'autre part, par l'idée que le fait qu'il y ait des militants détenus permet d'élargir le spectre du soutien, finalement de solliciter du soutien de manière plus large que le spectre habituel des militants. Donc on trouve dans l'immédiat, dans mai-juin 68 et l'immédiat 68, finalement la résurgence de cette figure classique de la politisation de la détention politique. Mais ce qui va se produire très rapidement, au fond, c'est le dépassement et l'éclatement de ce cadre de politisation par la diversité des mobilisations qui s'y suivent 68. Le premier dépassement de ce cadre, c'est celui qui va intervenir finalement à la jonction entre les mobilisations pour les prisonniers politiques et la naissance de mouvements militants qui portent spécifiquement sur les questions de l'incarcération. Ce mouvement de jonction, il a lieu au moment de la création du groupe d'information de prison, autour de Foucault, de Vidal-Naquet notamment, qui vise précisément à opérer un renversement politique en disant ce qui nous intéresse, c'est pas les prisonniers politiques, c'est les politiques de la prison. Ce qui nous intéresse, c'est pas les militants incarcérés, c'est l'incarcération comme question politique. Qu'est-ce que ça signifie de poser à nouveau frais la question de l'incarcération en élargissant le spectre des personnes concernées à l'ensemble des gens qui sont en prison? Cette forme d'élargissement, elle va rencontrer dans les années qui suivent 68 un fort écho qui est lié à l'actualité carcérale elle-même, puisque la première partie des années 70 sont des moments de révolte, sont des moments d'émeute, sont des moments qui mettent en tension le monde pénitentiaire. Et ces formes de critique vont aussi rencontrer un fort écho, puisque finalement elles vont acquérir une forme de transversalité avec d'autres mouvements qui naissent après 68. Ce que je veux dire par cette idée de transversalité, c'est le fait que, au fond, la critique de la prison comme institution disciplinaire, comme institution autoritaire, violente, où s'exerce un pouvoir discrétionnaire, elle n'est pas spécifique à l'incarcération après mai 68. Elle traverse, au contraire, un très grand nombre d'institutions plus ou moins fermées, qui vont être l'objet, pendant ces années, de critiques qui se formulent dans des termes très semblables. On peut trouver cette forme de dénonciation des institutions disciplinaires comme motif de dénonciation de ce qui se passe dans les asiles psychiatriques, ce qui se passe à l'armée, ce qui se passe dans les foyers de travailleurs, dans les foyers de jeunes filles, dans les orphelinats, dans les collèges et les lycées, bref, dans toute une série d'institutions
dans lequel se jouent ces formes de rapports de pouvoir. On peut emprunter une expression à Dominique Mémy qui me semble bien caractériser ces rapports de pouvoir. Elle parle de domination rapprochée, c'est-à-dire de domination qui s'exerce dans un espace clos et dans lequel finalement ce qui va être politisé, c'est cette forme de violence, d'arbitraire, de relation directe, de pouvoir qui se joue dans ces institutions-là. Les institutions totales, du coup, comme on disait à l'époque. Institution totale, ou alors comme on disait à l'époque totalitaire, dans la traduction la plus politique du terme de Goffman, oui, institution totale, qui s'étendent de toute cette gamme d'institutions disciplinaires et qui s'étendent même, pourrait-on dire, dans la forme de la revendication qui s'exprime dans le monde du travail. Alors, c'est ce que Xavier Vignat désigne sous l'idée d'insubordination ouvrière, c'est-à-dire que dans le monde du travail lui-même, c'est la relation de pouvoir rapproché qui va être contestée comme un signe insupportable, enfin devenu intolérable, pour prendre le mot célèbre de Foucault, d'un rapport violent et arbitraire. En somme, première grande transformation qui affecte les questions de la politisation des questions carcérales dans l'après 68, c'est, pourrait-on dire, le fait que c'est la détention de droit commun qui devient un sujet politique, et qui devient un sujet politique dans des termes qui sont relativement partagés par tout un autre ensemble d'espaces de militantisme qui se crée dans ces années-là. Et en ce sens-là, on peut même dire que la forme prison est quasiment une métaphore politique de l'époque. On dénonce la prison, mais comme on dénonce l'asile prison, la caserne prison, le lycée prison, ou même la famille prison ou l'usine prison. Oui, c'est très intéressant tout ce que tu as dit. Pour revenir un petit peu en arrière, tu as parlé des deux grandes manières dominantes à gauche d'appréhender les questions judiciaires, donc la question de l'erreur judiciaire, et qui est effectivement commune à tous les mouvements de gauche, y compris aux anarchistes, puisque les anarchistes se sont massivement investis à la fin de l'affaire Dreyfus notamment. Après des premières réticences qui étaient justement liées à l'idée que c'était un bourgeois jugé par une justice bourgeoise, donc c'était pas l'affaire du mouvement ouvrier. Et puis, tu as parlé également de l'histoire des prisonniers politiques, et c'est vrai que 68 est encore marqué par la guerre d'Algérie, où effectivement cette question des prisonniers politiques a été très importante, et notamment le fait que les combattants et combattantes du FLN puissent bénéficier notamment de ce statut de prisonnier politique. Et justement, dans cette critique de la justice, si on revient un petit peu en arrière, ça me faisait également penser, tu citais plusieurs expressions, à l'idée à la fameuse citation d'Anatole France, sur le fait qu'il est interdit aux riches comme aux pauvres de voler du pain et de coucher sous les ponts, sachant qu'évidemment, ce sont des formes de comportement qui vont réprimer beaucoup plus les comportements populaires que les comportements bourgeois. Et ça montre bien d'ailleurs tout le caractère construit de la catégorie de criminalité ou le crime. Chaque société définit des formes de crime. Il suffit de penser qu'il y a encore relativement peu de temps en France, des choses comme l'homosexualité étaient pénalisées et réprimées. Donc on voit que finalement la notion de crime, c'est pas évidemment tomber dans une forme de relativisme. Bien sûr que l'assassinat et le viol doivent être considérés comme des choses graves, mais on peut néanmoins se dire que cette notion de crime, elle doit être au moins questionnée. Et par rapport à ça, je pense que il y a quand même eu quelques antécédents à 68 dans cette critique de la prison et cette capacité à ne pas considérer simplement que les questions d'erreur judiciaire et de prisonniers politiques. Je pense notamment aux anarchistes espagnols et notamment ce qui s'est passé en Espagne à partir de juillet 1936, où il y a eu effectivement une libération des prisons et qui est liée au fait que les anarchistes avaient une vision un peu différente des marxistes justement sur le lumpenprolétariat. C'est-à-dire l'idée que finalement Bakounine notamment avait une espèce de fascination pour le lumpenprolétariat. Alors évidemment, qui avait aussi ces problèmes qui étaient un peu inverses de ceux de Marx, qui étaient dans une forme d'idéalisation évidemment du lumpenprolétariat, mais qui considérait que les prisonniers de droit commun étaient aussi des victimes de la société bourgeoise et pas seulement les ouvriers ou les militants politiques. Et c'est en ça que la tradition libertaire était un petit peu différente peut-être de la tradition de gauche, qui de toute façon, et là je suis complètement d'accord avec toi, était de toute façon dominante de manière écrasante en France depuis plus de 50 ans au moment de 68, puisque l'anarchisme après 1914 en France est quand même très très minoritaire. Il y avait un autre aspect que tu abordais qui me faisait penser à un débat qu'on a trouvé aussi et dont tu parles un peu dans ton livre d'ailleurs, qui me faisait penser aussi à un débat italien sur toute cette notion de justicialisme, c'est-à-dire l'idée finalement qu'il
il peut y avoir une justice populaire qu'on opposerait à une justice bourgeoise. C'était une grande idée des maoïstes. Sartre notamment l'a proposé. Et c'était l'idée que finalement, on pourrait faire des tribunaux populaires qui jugeraient les crimes de la bourgeoisie. Et finalement, ce qu'il y a de nouveau dans les années 68, au moins disons dans une analyse théorique très profonde comme celle par exemple de Michel Foucault, c'est le fait de considérer la justice comme forme, indépendamment entre guillemets de son contenu de classe, était une institution qu'il fallait questionner, qu'il fallait critiquer, et que finalement singer la justice bourgeoise, comme l'ont fait par exemple les Brigades Rouges, eh bien ça avait des limites, et d'ailleurs Foucault critiquait beaucoup l'idée de Sartre de justice populaire. Du coup, est-ce que tu pourrais peut-être préciser qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans l'analyse de la prison et de la justice qui s'élabore dans les années qui suivent 68, notamment dans le groupe Information Prison, et qui rompt donc avec ce qui se passait avant, et même d'ailleurs en partie avec l'analyse anarchiste qui restait quand même assez générale, et qui finalement ne s'attaquait pas tellement à la prison en tant que telle, mais plutôt à l'État. Quelle forme prend cette critique spécifique et nouvelle de la prison et de la justice ? On peut commencer à répondre à cette question en reprenant le fil de ce que tu disais pour commencer. C'est-à-dire qu'effectivement, un des aspects de la nouveauté d'après 68, c'est que du côté des prisonniers et des mouvements de prisonniers, donc d'abord le groupe d'information sur les prisons, mais qu'il cède rapidement la place finalement au comité d'action des prisonniers pour faire des prisonniers mobilisés les acteurs plus directs en fait de leur mobilisation. Ces acteurs vont effectivement chercher dans la tradition politique quelque chose auquel ils peuvent se rattacher et qui n'est pas seulement la tradition marxiste des mouvements sociaux de l'après-Seconde Guerre mondiale. Et cette ressource, ils vont effectivement en partie la trouver dans l'histoire du mouvement anarchiste. C'est-à-dire que certainement, par contraste avec la dénonciation du sous-prolétariat, on peut trouver chez les auteurs anarchistes l'idée d'une part qu'il y a une politisation possible des illégalismes, et que c'est pas en deçà de la politique que d'être voleur ou braqueur. Et puis d'autre part, la structuration d'une pensée abolitionniste de la prison, avec l'idée il faut détruire les prisons, il faut détruire toutes les prisons. Donc une forme de nouveauté qui n'est pas tout à fait une nouveauté, mais une nouveauté par rapport au contexte de l'après-Seconde Guerre mondiale, c'est l'effort des mouvements de prisonniers pour aller retrouver dans une autre tradition politique que la tradition des maoïstes ou du Parti communiste, des ressources pour penser l'abolition de la prison, pour penser la politisation des illégalismes d'une manière renouvelée. Bon, ça, c'est un des aspects de la nouveauté. Un autre aspect, on peut l'évoquer en repartant finalement de la question que tu poses de la justice populaire, je pense. Effectivement, les maoïstes, dans l'après 68, se saisissent des questions judiciaires autour de l'idée que c'est une justice de classe et que ce qu'il faut faire, c'est renverser la sévérité de la justice, c'est-à-dire prendre les gens qui sont à l'abri de la sévérité de la justice et essayer de leur appliquer ce qui est d'habitude réservé aux pauvres. Comme les maoïstes ne contrôlent pas l'appareil judiciaire, ils le font dans un cadre militant qui est le format du tribunal populaire, avec Sartre comme procureur. Et effectivement, ils construisent un procès après un accident meurtrier dans une mine dans le nord de la France, précisément pour faire ça, pour dire il faudrait, en fait, notre idée, c'est qu'il faudrait que les rigueurs de la justice s'appliquent à ceux qui en sont habituellement préservés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, c'est cette idée maoïste de la justice populaire qui va cristalliser les désaccords avec les autres mouvements d'après 68, qui vont trouver finalement dans cette forme justice populaire, finalement le repoussoir ou la manière d'expliciter leur désaccord avec les maoïstes. Alors il y a un désaccord très fort qui est celui de Foucault, que tu as mentionné, qui peut se dire d'une expression que j'aime bien, que je cite tout le temps pour ça, dans un débat qu'il a avec Victor, donc maoïste. Enfin, la question finalement, c'est est-ce qu'il faut tordre ou est-ce qu'il faut briser le bâton de la justice ? Bon, ce bâton de la justice qui tape, c'est la justice pénale, ça frappe, c'est violent. Est-ce qu'il faut le tordre ? C'est-à-dire il faut lui faire taper sur d'autres gens, les riches alors qu'ils tapaient que sur les pauvres, ou est-ce qu'il faut le briser ? C'est-à-dire est-ce qu'au fond, comme tu l'as dit, il faut s'intéresser pas seulement à la question de classe, mais à la forme institutionnelle de la justice, à la forme du procès, à la forme de la prison, comme un objet critique à part entière. Cela étant, Foucault ne fait pas ça dans l'optique de laisser tomber les questions de classe, puisque dans ces mêmes années-là, ce qu'il montre, c'est que la naissance de la prison comme institution disciplinaire est corrélative de la distinction entre ce qu'il appelle les illégalismes de biens et les illégalismes de droit, c'est-à-dire les illégalismes de biens qui concernent essentiellement la propriété, qui vont être l'apanage des classes populaires qui vont conduire les gens en prison, et les illégalismes de droit,
comme forme de jeu avec la réglementation qui vont plutôt caractériser les classes dominantes et qui vont conduire les gens à des accommodements et des compromis, mais pas aux rigueurs de la répression pénale. Donc finalement, il articule ces deux dimensions. Donc ça, c'est une forme de désaccord qui s'incarne dans l'idée de justice populaire, c'est l'idée qu'il faut briser le bâton de la justice. Et cette idée, elle n'est pas seulement liée au mouvement des prisonniers, comme on le disait tout à l'heure, elle est liée au fait qu'il y a beaucoup de mouvements qui considèrent qu'il faut briser les bâtons de la répression dans l'après 68. La répression de la justice pénale, mais aussi toutes les formes de répression qui s'exercent dans toutes les institutions fermées, où s'exerce un pouvoir discrétionnaire. Et la justice populaire comme forme de renversement de la répression va aussi être l'occasion de l'explicitation de désaccords entre l'extrême gauche maoïste et d'autres mouvements qui naissent dans l'après 68. C'est le cas des féministes, qui à ce moment-là se structurent et aussi dans des formes de dénonciation de la répression. Alors pas seulement, je ne réduis pas le mouvement féministe d'après 68 à cette idée, mais va commencer à se structurer autour de ce qui va former un cœur des mobilisations dans la première moitié des années 70, qui est la lutte contre la répression de l'avortement. Et donc, ces militantes vont expliquer aux maoïstes que ce n'est pas du tout leur question à elles, renverser la sévérité de la justice pénale contre les classes dominantes. Leur question à elles, c'est lutter contre les formes de répression qui les touchent, en particulier la répression de l'avortement. Et donc, c'est aussi l'occasion de l'explicitation d'un désaccord. Puis il y a peut-être une dernière raison qui fait que cette question de la justice populaire est aussi le moment d'explicitation d'un désaccord, c'est que les maoïstes ont un peu de la peine à condamner la peine de mort à ce moment-là, en particulier concernant l'ancien collaborateur Paul Touvier. Et ça aussi, ça crée une grosse fracture, parce que la gauche politique et nombreux mouvements militants mettent en tête de leur priorité l'abolition de la peine de mort par rapport à l'idée qu'il faudrait appliquer la peine de mort à des gens, même des criminels abominables comme d'anciens collaborateurs. Et là, pour le coup, c'est le comité d'action des prisonniers qui, puisant à l'idée que s'il faut détruire les prisons pour les pauvres, il faut les détruire aussi pour les riches, va dire que non, ils ne sont pas d'accord avec l'idée d'un renversement de la sévérité contre les classes dominantes, et donc expliciter leur distance par rapport à l'idée de la justice populaire. Et donc certainement, la justice populaire, c'est à la fois une expression de la suite de 68, le militantisme maoïste, etc., et d'une certaine manière, c'est comme une forme de résurgence d'une forme politique héritée, ou au moins une forme politique qui se dit dans un vocabulaire hérité, qui finalement va permettre l'explicitation des désaccords avec tous les autres mouvements qui naissent à ce moment-là et qui vont se préoccuper de se distinguer et de créer d'autres formes de mobilisation de la justice que celle de l'extrême gauche maoïste. Oui, du coup, il y a vraiment un changement à ce moment-là et qui montre aussi une espèce de basculement dans 68 plus généralement. Si on peut dire que le moment 68 était quand même assez marqué par les idées situationnistes notamment, et puis que l'immédiat après est beaucoup marqué par l'influence de la gauche prolétarienne, donc plutôt des maoïstes. Dans les années 70, disons qu'il y a beaucoup de mouvements qui vont naître, notamment en rupture interne avec ce carcan un petit peu du marxisme qui ne prend pas en considération les questions de genre, d'orientation sexuelle, etc. Et je trouvais ça intéressant que tu parles de politisation des illégalismes, parce que ça renvoie finalement à l'idée anarchiste, finalement, que au clivage entre bourgeoisie et prolétariat s'ajoute un clivage entre les individus ou les groupes, alors plus particulièrement les classes populaires, mais les individus en général avec l'État, et avec des appareils de répression qui, s'ils ont un contenu de classe qui renforce leur dimension répressive, n'en demeurent pas moins intrinsèquement, structurellement répressifs. Et c'est peut-être ça qui est nouveau dans ces années-là, c'est l'idée il n'y a pas que la bourgeoisie qui concentre le pouvoir et qui exerce une forme de domination. Alors évidemment, d'autres groupes, les hommes pour les féministes, l'hétéronormativité, les hétérosexuels pour les homosexuels, etc. Mais aussi tout un ensemble d'institutions disciplinaires. Et ça, c'est peut-être là où c'est nouveau par rapport à la critique anarchiste, qui faisait pas tellement une analyse de ces institutions en tant qu'institutions disciplinaires, mais voyait simplement ça comme part plutôt d'un autoritarisme d'État plus général. Et du coup, peut-être que ce serait intéressant de préciser par rapport à ça, le fait que dans la critique qui s'élabore dans ces années-là de la justice et surtout de la prison, il n'y a pas simplement que la dimension autoritaire
est répressive, mais il y a aussi l'idée qu'on trouve chez Foucault de la conduite des conduites, de la prison comme une institution qui ne cherche pas simplement à réprimer les individus, mais aussi à les modeler. Est-ce qu'on pourrait un petit peu parler de ça et aussi de voilà, comment cette critique va s'élaborer, dans quel contexte, pourquoi, pour quelles raisons politiques, etc. Oui, c'est certain que tu as prononcé le bon mot. C'est vraiment ce qui va être central, c'est l'idée de la critique de la discipline, comme technique de redressement. Et ce qui structure une relation disciplinaire, c'est un déséquilibre de pouvoir. Un déséquilibre de pouvoir entre celui qui a pour charge de redresser et celui qui doit être redressé. On pourrait dire, en prenant une métaphore d'âge finalement, qu'il y a un côté majeur et mineur, quoi. À la fois en prison et, comme on l'a dit, dans d'autres institutions, la critique de la domination rapprochée, c'est largement une critique de la discipline comme ce rapport de pouvoir qui comporte, pour avoir sa pleine dimension disciplinaire, une très forte dimension discrétionnaire. C'est-à-dire que le fonctionnement d'une institution disciplinaire, c'est une institution qui redresse par un subtil jeu des avantages et des désavantages, des gratifications et des punitions, la carotte et du bâton, qui est finalement entre les mains. Alors ça peut être du surveillant de prison, du psychiatre, du surveillant d'internat ou du sergent-chef, mais qui peut, par le dosage de son pouvoir, administrer son institution, c'est-à-dire y maintenir l'ordre, mais aussi essayer d'administrer la leçon aux pensionnaires. Ce qui va émerger dans les années 70 comme forme de critique de ce rapport, c'est l'idée qu'il faut protéger les individus par le droit. Pourquoi ? Parce que, précisément, doter les individus qui sont dans des institutions de droit, c'est les doter de formes générales, ou universelles, pourrait-on dire, opposables à une forme disciplinaire qui est une forme discrétionnaire. Et donc c'est certain qu'il y a une longue filiation qui part de ces années 70 et qui dure jusqu'à nos jours finalement, de l'idée qu'il faut opposer le droit à la discipline, qu'il faut opposer aussi le regard extérieur sur les institutions fermées à la discipline comme lieu discrétionnaire, et que donc il faut construire des formes de défense par l'imposition de règles à l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire. Et justement, parce que ça va marquer quand même un tournant historique, le fait de finalement, après une première période qui était centrée sur une critique radicale et sans concession, sans volonté finalement d'amendement ou de réforme du système pénal et de la justice et du système pénitentiaire, on va passer à une période où il va y avoir justement des tensions, parce que aussi il y a une forme de reflux révolutionnaire. Donc l'idée que une société libérée des prisons et de la justice s'éloigne fait aussi que du coup il y a des interrogations de est-ce que finalement on ne pourrait pas quand même utiliser le droit, etc., etc. Je voulais juste avant ça revenir sur un dernier point parce qu'on n'a pas prononcé un mot qui est l'idée de la normalité, la dictature de la normalité, le fait que finalement dans à la fois la répression judiciaire et pénale et en même temps dans la disciplinarisation des individus qui sont pris en charge par ces institutions, il y a l'idée qu'ils ne sont pas conformes à une norme, donc à une norme juridique, mais aussi à une norme sociale en fait, les deux se recoupant plus ou moins, et qu'il s'agit dans la justice en partie, mais surtout dans le système pénitentiaire et dans toutes ces institutions dont on a parlé, de produire des comportements normalisés. Et ce qui fait que finalement, ce sont tous des individus qui sont pathologisés, qui sont considérés comme anormaux. Et là-dessus, il va y avoir quelque chose de nouveau, encore une fois, dans les années 68, parce que finalement, tout le mouvement ouvrier traditionnel s'était basé sur l'idée que finalement, c'était eux la normalité, et que la bourgeoisie était pleine de vices, avait tout un ensemble de défauts qui relevaient de l'anormalité. Et que du coup, le bon ouvrier blanc était le représentant finalement d'une morale, et donc de la vraie morale, quoi.
Finalement, toutes les autres étaient des fausses morales, des morales bourgeoises qui cachaient en réalité des vices. Pareil pour l'Église. Et là, au contraire, il y a l'idée que la normalité n'est pas quelque chose qu'il faut mobiliser contre la société en place et contre la bourgeoisie, mais qu'il faut plutôt défendre finalement cette anormalité, critiquer la norme et critiquer les tentatives du système judiciaire et pénal et des institutions du même type, l'institution disciplinaire, de produire des comportements normalisés par la répression et par espèce de production de comportements positifs. Donc ce que tu as parlé, la carotte et le bâton, quoi. Voilà, est-ce que tu pourrais du coup voilà, dire quelque chose de cette critique originale qui a été centrale et qu'on retrouve notamment dans la critique du système des institutions psychiatriques, également dans la critique de l'hétéronormativité, également dans la critique de l'interdiction de l'avortement et de la contraception comme une forme de normativité. Je reviens juste en une minute sur la question du refus révolutionnaire, de la place du droit, sur la question des prisons. Je voudrais juste dire que c'est une question qui se pose très tôt, c'est-à-dire je dirais pas que c'est vraiment une succession entre un moment révolutionnaire où on dit qu'il faut abolir toutes les prisons, puis un moment où on se préoccupe des droits. Le comité d'action des prisonniers lui-même, en fait, dans son journal, formule des revendications dans lesquelles ils disent on demande le droit à ça, puis après ils disent on veut l'abolition des prisons, puis ils sont eux-mêmes en débat finalement. Ils sont eux-mêmes en débat entre eux, finalement, l'urgence de l'obtention des droits et la perspective de l'abolition au sein même d'un mouvement qui se définit comme attaché à une perspective révolutionnaire. Bon, et après, certainement, le reflux de l'espoir révolutionnaire va concentrer l'attention militante autour des questions de droit. Alors sur la normalité, on revient sur un terme très foucaldien finalement, et qu'on peut assez bien, je crois, articuler à la question de la discipline. Bon, la grande formulation de Foucault là-dessus, c'est de dire que dans un système qui est seulement un système légal, la justice punit un délit. Bon, on dit si vous avez volé, c'est 2 mois de prison, tout c'est à la hauteur du délit. Ce serait une forme de justice pénale héritée, on pourrait dire, de Beccaria, quoi. Alors que dans un système disciplinaire, on punit le délinquant. On punit le délinquant, c'est ce que Foucault explique dans Les Anormaux, il dit le délinquant, c'est la matière à punir. Finalement. Ce qui va devenir de plus en plus au fil du 19e et du 20e siècle le socle de la légitimité de l'institution pénale, c'est pas seulement la proportion des délits et des peines, bon, c'est la formule de Beccaria, c'est la proportion de l'anormalité et de la peine, c'est-à-dire la caractérisation d'une pathologie, comme tu le dis, qui doit être redressée par l'institution pénale. Et donc, certainement, il y a un lien très fort entre l'idée que dans les institutions disciplinaires, on essaie de corriger des gens, mais si on essaie de corriger des gens, c'est précisément parce qu'on s'est doté, alors de manière plus ou moins sophistiquée sur les institutions, d'une capacité de diagnostic de la normalité, de capacité de jauger ce qui doit être redressé, cette personnalité délinquante problématique. Et effectivement, cette idée fait l'objet d'une critique très virulente au fil des années 68. Et cette critique de la normalité, elle va traverser des champs militants divers, qui effectivement vont entrer en conflit avec des mouvements politiques hérités. Alors, pour rester sur le terme normalité, par exemple, un petit journal militant, de militants homosexuels des années 70 s'appelle, de manière significative, Antinorme. C'est pas sur les questions carcérales directement, mais sur une autre forme de militantisme qui émerge dans ces années, qui est le militantisme homosexuel, qui naît avec le Front homosexuel d'action révolutionnaire, puis qui va se transformer tout au long de la décennie. Une autre forme de contestation de la norme, qui est aussi une forme de dénonciation de la répression. Puisque ce qui va être contesté dans la norme, c'est évidemment la pathologisation de l'homosexualité, mais qui donne lieu, comme effet concret, à des formes de répression, formes de répression policière, formes de répression judiciaire, qui vont être dénoncées par les mouvements homosexuels des années 70. Effectivement, c'est une nouveauté conflictuelle, exactement comme tu le disais, parce que, mis en face de l'émergence de ce genre de mouvement, des acteurs politiques plus anciens comme le Parti communiste font d'abord réagir en disant « Non mais nous, on n'est pas ce genre de pervers-là. Nous, on n'est pas ce genre de pervers-là.
on incarne la classe ouvrière normale, respectable, et pas ces gauchistes homosexuels qui incarnent l'antinorme, pourrait-on dire. Et c'est effectivement, finalement, dans l'exploration par différents groupes militants de formes de normativité qui traversent l'espace social, qui ne sont pas réductibles à un rapport de classe, que vont se formuler toute une pluralité de critiques de la répression. Critique de la répression des homosexuels, par exemple, mais aussi formes de critique de la répression qui vont toucher, par exemple, les fous, entre beaucoup de guillemets, les malades mentaux qui sont enfermés à l'asile, aussi au sein de la prison, évidemment, des formes d'anormalité supposées qui vont justifier des formes de répression. Donc c'est sûr que cette dénonciation élargie, finalement, des normes comme outil répressif, c'est un des traits de ce qui se passe de neuf dans ces années-là. Et par rapport à ça, ce qui est vraiment intéressant dans ce qui émerge à cette époque, c'est le fait que il y a une nouveauté dans l'idée de dire que le problème n'est pas simplement donc l'autoritarisme de l'État comme dans l'idée anarchiste ou la domination bourgeoise qui serait contraire à la morale ouvrière d'une certaine manière. Mais en même temps, ce qui est très riche dans ces années-là, c'est que cette nouveauté, elle reste quand même articulée à une forme de rénovation des critiques plus anciennes. Par exemple, dans le Front homosexuel d'Action révolutionnaire, il y a l'idée que finalement, la bourgeoisie a besoin de la norme, qu'elle veut des citoyens et des prolétaires normalisés, parce que ça a un rôle fonctionnel, notamment la reproduction biologique et sociale de la force de travail, donc avec les rôles normés d'hommes et de femmes, de père et de mère, etc. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant qui a peut-être été un petit peu perdu depuis, notamment avec l'éloignement d'une part de tous les mouvements qui critiquent la norme d'une analyse marxiste, et en même temps le fait que l'analyse marxiste aujourd'hui, a quand même plus pris en compte ces choses-là, mais en tout cas de manière moins massive qu'à l'époque. Après, je suis assez d'accord avec toi qu'évidemment, sur le point du reflux révolutionnaire, que c'est évidemment quelque chose de graduel, et peut-être que ce qui faisait la richesse de la première partie, c'était le fait de pouvoir à la fois mener un combat révolutionnaire d'une certaine manière, et d'autre part de pouvoir quand même se battre pour des améliorations immédiates. Ce qui est d'ailleurs le cas aujourd'hui de collectifs comme l'Envolée, qui militent pour l'abolition des prisons, mais qui a en même temps des revendications qui sont issues de discussions avec les mouvements de prisonniers et les prisonniers. On a d'ailleurs fait une émission là-dessus avec Nadia Menninger, une ancienne membre de ce collectif. Et d'un autre côté, peut-être que cette première période est aussi marquée par, au tout début, peut-être par une forme de maximalisme, prend peut-être pas assez en compte justement des questions plus concrètes et d'amélioration immédiate, et que par contre dans la seconde partie, et surtout à la fin de la décennie, peut-être que l'horizon de l'abolition des prisons est plus secondaire. Comment est-ce qu'on bascule petit à petit de l'un à l'autre? Alors comment on bascule, c'est une question difficile, mais je suis tout à fait d'accord avec toi sur l'idée qu'il y a quelque chose d'un peu oublié et d'intéressant, moi qui est un des aspects qui m'a beaucoup intéressé dans ces premiers moments. Ça peut être les premiers moments du phare, mais c'est aussi les premiers moments des mouvements féministes, aussi des mouvements contre les crimes racistes, etc. C'est effectivement un moment proche de 68 dans lequel il y a à la fois la naissance de nouveaux mouvements militants qui vont politiser des questions qui étaient antérieurement laissées pour compte, avec des tentatives pour les articuler à d'autres ordres de domination, et en particulier à pas laisser de côté du tout, dans un premier temps, le fait que l'hétéronormativité ou le racisme s'articule avec les classes sociales, s'articule avec le fonctionnement plus général des hiérarchies sociales. Et ces tentatives-là, c'est vrai que c'est celles qui sont un peu oubliées, me semble-t-il, précisément en raison de ce qu'elles sont devenues ensuite. C'est-à-dire que, dans des moments où l'idée qu'on va être en capacité, que les mouvements militants vont être en capacité d'agir sur
bon, je ne sais pas comment on pourrait dire, la structure sociale en général, à renverser l'ordre social en général. Bon, bah, devant cette impossibilité, dont la conscience va sans doute croissant au fil des années 70, les mouvements militants qui posent des questions spécifiques se sont, pour une part, autonomisés et ont constitué des registres, des répertoires de revendications, de demandes plus spécifiques en direction de l'État pour atteindre des résultats concrets. Et je pense qu'on hérite, pour une large part aujourd'hui, de l'histoire de cette autonomisation militante, qui n'est pas seulement l'histoire de nouvelles questions politiques posées, mais qui est aussi l'histoire d'une forme de perte de lien parfois entre la position de questions politiques spécifiques et l'articulation avec un ordre plus général de la domination. Bon, mais évidemment, dire ça, c'est ouvrir le champ à 1 million de questions politiques contemporaines très difficiles, en particulier. Comment est-ce qu'on articule des propositions politiques qui prennent en considération la pluralité des formes de domination? Bon, ça, c'est sûr que ce n'est pas l'histoire qui va nous donner la réponse. Je pense que ce que le tournant que tu évoques montre, ou ce qu'on peut analyser à partir de lui, c'est le fait que, au fond, à partir de critiques qui, dans la première partie des années 70, se sont d'abord formulées comme des critiques de la répression, on en est venu progressivement à une diversification des formes de critique de la justice. Et cette diversification des critiques, elle a pointé progressivement de plus en plus fortement du doigt quelque chose d'un peu neuf, qui est que si on analyse le fonctionnement des institutions pénales au prisme de pluralité de rapports de domination, on peut comprendre à la fois pourquoi la répression tombe toujours sur les mêmes, mais aussi pourquoi ce sont toujours les mêmes qui sont impunis. Alors dans la perspective d'une justice de classe, c'était bien habituel de considérer que les bourgeois étaient impunis, mais en diversifiant les formes de politisation, des mouvements militants vont venir pointer du doigt l'impunité des auteurs de crimes racistes, l'impunité des auteurs de discrimination, l'impunité des auteurs de violences sexuelles, et ainsi pointer du doigt d'autres formes de domination cristallisées dans le fonctionnement des institutions pénales. Et la question, en fait, qui structure ma recherche sur la seconde partie des années 70, c'est d'essayer de comprendre comment la dénonciation de l'impunité est devenue conflictuelle avec la critique de la répression. Comment ces deux formes de critique de la justice sont devenues conflictuelles parce que les mouvements militants, dans leur autonomisation, ont fini par formuler des revendications en direction du système pénal qui ont fini par être contradictoires. Parce qu'elles mettaient en opposition ceux qui luttaient pour un moindre usage de la prison ou pour l'abolition de la prison, et celles et ceux qui expliquaient que, certes, la prison c'était une solution imparfaite, mais que, en entendant la révolution, il fallait bien faire quelque chose pour lutter contre l'impunité. Oui, ça c'est effectivement vraiment très intéressant. En même temps, je pense que là où on peut rendre justice évidemment à ces mouvements de la deuxième moitié des années 70, c'est qu'évidemment, dans une époque de reflux révolutionnaire, c'est logique finalement de retourner vers l'État, puisqu'on comprend qu'on va devoir composer avec lui. Et finalement, rester maximaliste à ce moment-là, c'est une posture qui n'est pas forcément meilleure. Oui, je rebondis juste un instant sur l'idée de rendre justice. Je suis tout à fait d'accord avec cette idée. Et ce que je dis vise absolument pas à emprunter un répertoire dénonciateur, parce que ça existe, quoi. C'est une litanie réactionnaire bien connue de dénoncer le fait que les mouvements seraient devenus procédurés, judiciarisés, etc. Donc juste, je suis tout à fait d'accord avec la manière dont tu formules les choses, c'est-à-dire dans un univers possible qui se restreint, il reste des possibles militants que des mouvements vont emprunter. Voilà. Oui, bien sûr, et finalement, il ne faut pas oublier les possibles qui avaient été ouverts par la première phase, et en même temps sans condamner le fait que les possibles se restreignant dans la deuxième phase, eh bien les gens, les militants et les militantes se tournent là-dedans, et en même temps tout en enrichissant effectivement la critique de la justice de classe, en disant que c'est également une police de genre, une police hétéronormative et une police de race. Et effectivement, il y a une très forte actualité dans cette période, avec des procès autour d'abord de l'avortement et puis du viol, notamment le procès d'Aix. Il y a également une actualité autour des crimes racistes, notamment le terrible été 1973, où il y a eu énormément de meurtres racistes. Et puis évidemment, des agressions d'homosexuels extrêmement fréquentes, qui sont d'ailleurs quasiment jamais traitées par la justice, comme les agressions sexuelles de femmes. Et justement, cette situation
va mettre les militants et les militantes qui, dans un premier temps, avaient pu, juste après 68, dire mais non, nous, on ne veut pas rejouer la justice et faire une justice, disons, par exemple, où on jugerait les hommes, que ce serait des femmes qui jugeraient les hommes, ou alors une justice où ce serait des homosexuels qui jugeraient des hétérosexuels coupables de crimes homophobes. Mais en même temps, ces mouvements ressentent la nécessité quand même, voilà, effectivement, de mettre fin à l'impunité qui entoure les crimes homophobes et sexistes. Et en même temps, ces mouvements continuent d'œuvrer pour la dépénalisation de certaines choses. Et donc, ils ont évidemment un rapport à l'institution judiciaire et à la loi qui est compliqué. Et notamment, ils commencent à rentrer dans des débats qui sont assez complexes et qui jusqu'à aujourd'hui demeurent assez complexes. Et j'aimerais bien que tu en parles. Alors évidemment, la question de la reconnaissance du viol comme crime, les mouvements féministes jusqu'à aujourd'hui demeurent relativement divisés et en débat sur cette question, avec évidemment dans la présence dans le mouvement féministe international de figures comme Angela Davis, des figures qui militent pour l'abolition de la prison. Alors je veux bien revenir quand même un instant sur la question du viol, parce que si on a l'impression qu'elle fait moins débat, c'est aussi parce qu'on hérite d'une histoire des années 70. En réalité, elle a fait beaucoup de débats dans les années 70. Et toute la seconde partie des années 70, effectivement, dominée dans les mouvements féministes par cette idée de la dénonciation du viol comme crime. Mais dans cette période, l'idée que c'est un crime qui doit être dénoncé jusque devant les tribunaux pour demander des peines ne va pas de soi du tout. Et elle va d'autant moins de soi que les mouvements féministes sont devant le spectacle de prison en révolte. Et par ailleurs, partagent avec les mouvements de prisonniers des thèmes de dénonciation, parce que aussi un des thèmes d'intérêt des mouvements féministes, c'est les prisons pour femmes. Donc, au moment, dans les premières années, après le milieu des années 70, où le viol comme crime devient une question, c'est tout un grand débat à l'intérieur du mouvement féministe de savoir si dire qu'il faut dénoncer le viol comme crime, c'est dire que c'est un crime au sens d'une reconnaissance, c'est-à-dire le crime, c'est ce qui est au sommet de la hiérarchie des infractions, c'est pas un délit, ça doit être jugé par une cour d'assises, c'est lutter contre une forme de dénégation de la gravité du viol, dénégation qui est celle à la fois des policiers, des gendarmes, des médecins, des juges, etc. Mais ça ne va pas du tout de soi qu'à la dénonciation du viol comme crime, il faille associer la demande de la sévérité pénale. Et il y a beaucoup de débats dans les mouvements féministes à ce propos-là, avec parfois des situations qui aujourd'hui nous semblent contre-intuitives. Par exemple, un procès qui est celui d'un violeur qui s'appelle Lakhdar Sethi, dont une des victimes est soutenue par des militantes féministes, des avocates féministes, qui vont devant la cour d'assises pour politiser le viol, et auquel la cour d'assises répond en condamnant sévèrement Lakhdar Sethi. Et les militantes racontent qu'au moment du verdict, elles s'effondrent en pleurs devant le constat d'une forme d'échec qui est celui d'essayer de politiser le viol devant la justice, mais en fait, politisation à laquelle la justice répond par ses outils habituels, c'est une lourde peine. Elles se disent, mais là, on est dans une forme d'impasse politique. Et ça leur pose beaucoup de questions. Ces questions, précisément dans les dernières années des années 70, on peut dire, vont être, si ce n'est résolues, mais au moins vont être dépassées progressivement par l'idée qui s'affirme notamment autour des procès d'Aix et de l'action de Gisèle Halimi, pour expliquer que, dans un contexte où la révolution n'est pas pour demain, en attendant de trouver des meilleures idées, il faut recourir à la justice pénale et demander des peines. Tout ça pour dire que je pense que c'est une des autres questions qui vaut la peine d'aller chercher dans ces archives militantes des années 70, c'est au fond cette perte d'évidence du lien crime-peine, tout en disant bien, comme tu l'as très bien rappelé, que dans un contexte de possible limité, demander l'action de la justice de l'État, c'est ce qui demeure possible. Et c'est ce qui est très explicitement formulé par beaucoup de journaux féministes à la fin des années 70. À un moment où s'épuisent d'autres formes, comme l'autodéfense par exemple, bon, la justice populaire, on en a parlé un peu, faire appel à l'État comme force, capable d'exercer une forme de violence contre les infracteurs, même si on considère que c'est une violence critiquable, bon, c'est ce qui demeure dans le champ des possibles. Et effectivement, j'en viens à la deuxième partie de la question, ces questions de violence sexuelle vont s'entrecroiser dans la deuxième partie des années 70 avec un autre espace militant compliqué,
qui est celui de la question de la dépénalisation de l'homosexualité. Alors pour comprendre ça, il faut faire un tout petit détour. C'est autour du fait que ce qui a été obtenu par les mouvements homosexuels au début des années 80, c'est une loi qu'on résume souvent en disant c'est la loi qui dépénalise l'homosexualité. Bon, mais en fait, c'est pas la loi qui dépénalise l'homosexualité en général, puisqu'en France, l'homosexualité est sortie du code pénal avec la Révolution. Ce qui n'a pas empêché la répression de l'homosexualité depuis le 19e siècle, mais l'homosexualité en tant que telle, c'est pas une catégorie pénale. Ce qui forme une catégorie pénale en France dans ces années-là, c'est la répression de l'homosexualité avec les mineurs. En particulier, c'est un héritage de Vichy repris à la Libération qui interdit les relations contre nature, les relations sexuelles entre hommes, entre une personne majeure et une personne mineure. Et donc au fond, ce qui est dénoncé comme une répression de l'homosexualité pendant ces années, si on le reformule, on peut dire que c'est une discrimination dans la majorité sexuelle. C'est-à-dire c'est l'idée qu'il y aurait un âge, enfin qu'il y a un âge en réalité, à partir duquel les relations hétérosexuelles sont licites, 15 ans. 15 ans, à partir de 1945. C'est une norme qui elle-même a son histoire, qui a été construite au 19e siècle, passant de 11 ans à 13 ans, puis 15 ans. Bon. Et qu'il y aurait un autre âge, qui est celui à partir duquel les relations entre hommes deviennent licites, donc 21 ans après la guerre, puis 18 ans après l'abaissement de la majorité par Giscard d'Estaing. Et donc, la répression de l'homosexualité qui est dénoncée dans la seconde partie des années 70, c'est cette discrimination-là, centralement. Et dénoncer cette discrimination va poser tout de suite une question difficile. Cette question, c'est de savoir si ce qu'il faut dénoncer, c'est la discrimination dans l'âge de la majorité sexuelle. Est-ce que ce qu'il faut demander au fond, c'est le même âge, quelle que soit l'orientation sexuelle? Ou est-ce que ce qu'il faut demander, c'est l'abolition de la majorité sexuelle comme concept, en expliquant qu'au fond, fixer un âge, c'est arbitraire, et que la seule chose qui compte, c'est la norme du consentement. Et alors ça va créer des débats très virulents. Des débats très virulents au sein des militants homosexuels, certains expliquant dans les écrits qui sont maintenant considérés comme les écrits, pourrait-on dire, les plus sulfureux des années 70, qu'au fond, il est possible d'avoir des relations sexuelles consenties avec des enfants ou des adolescents sans que ça pose difficulté et que le droit pénal ne devrait rien avoir à voir avec ça, qui vont s'opposer à ceux qui expliquent qu'il faut lutter contre la discrimination de la majorité sexuelle, mais qu'on va maintenir la majorité sexuelle comme borne. Et on imagine bien que ce genre de débat ne va pas rester indépendant de l'autre dont on parlait il y a un instant, qui est celui de la dénonciation de l'impunité des violences sexuelles. La dénonciation de l'impunité des violences sexuelles repose sur une large part sur l'idée que ce qui crée l'impunité, c'est un rapport de pouvoir, un rapport patriarcal, un rapport masculin entre un homme et une femme, entre les hommes et les femmes, qui permet l'exercice de ces violences sexuelles et qui permet aussi leur impunité. Et dénoncer un rapport de pouvoir comme facteur de l'impunité, on voit bien que ça pose question pour un rapport de genre, mais ça pose aussi question pour un rapport d'âge. Qu'est-ce que ça signifie de dire que n'importe quelle personne peut consentir, sachant que l'écart d'âge semble aussi une forme de domination. Et donc il va y avoir là des formes de controverses internes, intérieures au militantisme homosexuel, et aussi des formes de controverses entre les militants homosexuels et des militantes féministes qui vont s'insurger contre l'idée que, alors même qu'elles dénoncent l'impunité des violences sexuelles, il faudrait par ailleurs affaiblir les normes pénales qui protègent les enfants, pourrait-on dire, faibles parmi les faibles, ou vulnérables parmi les vulnérables, s'agissant de la question des violences sexuelles. D'autant plus que plus les travaux féministes travaillent sur la question des violences sexuelles, plus on se rend compte que les violences sexuelles familiales, les violences sexuelles qui impliquent ce rapport de pouvoir spécifique patriarcal, du père, de l'oncle, du frère sur les enfants, c'est le cœur quantitatif de la commission des violences sexuelles. Et le cœur aussi quantitatif du silence et de l'impunité de ces violences sexuelles. Alors à cet argument, ceux qui défendent l'idée qu'il faudrait abolir la majorité sexuelle, comme Tony Duvert, y répliquent en disant « Ah non, mais nous, on n'est pas du tout dans un cadre familialiste. Nous, on revendique la possibilité d'avoir des relations sexuelles avec des personnes de tous âges sur lesquelles on n'a aucun rapport d'autorité. On n'est pas leurs parents, on n'est pas leurs profs de chant, etc. » C'est leur argument. Ils disent, nous, on est tout à fait d'accord pour l'idée qu'il faut protéger les enfants dans le cadre familial. Nous, d'ailleurs, on lutte contre les normes familiales. Mais cet argument, au fond, il va perdre historiquement. Cet argument, il va perdre historiquement. Il va y avoir des débats sur cette question jusqu'au début des années 80. Mais
quand les socialistes arrivent au pouvoir et mettent à l'agenda législatif l'idée qu'il faut dépénaliser l'homosexualité, il y a quelques débats pour savoir quelle doit être la forme de la loi, mais au fond, l'idée qui prédomine assez rapidement, c'est qu'il faut mettre fin à la discrimination sur l'âge de la majorité sexuelle, mais qu'il faut garder la majorité sexuelle. Créant ainsi, finalement, le cadre fondamental de l'appréhension des violences sexuelles tel qui s'est forgé après cette décennie de militantisme des années 70, c'est une double structure des interdits, interdits autour du consentement et interdits autour de l'âge. Mais en fait, ce qui est effectivement très compliqué dans ce dossier de débat, c'est outre le fait qu'il se réfère à des notions extrêmement chargées de pédophilie, d'inceste, etc., c'est que finalement, il est, pour ainsi dire, à l'intersection de la question de la liberté sexuelle et de la question de la domination adulte. Et que, d'une part, il y a dans ces années-là des mineurs, en général des lycéens plutôt, quelques collégiens aussi, qui demandent la dépénalisation, parce qu'ils ont des relations sexuelles avec des majeurs, et que, outre cette discrimination, il n'y a pas beaucoup de sens à faire ça. Et effectivement, on peut se dire que un lycéen ou une lycéenne de 15 ans n'a pas nécessairement un rapport de pouvoir plus inégalitaire avec quelqu'un de 25 ans que d'autres formes d'écart d'âge, de richesse, de genre, etc. Sinon, on pourrait interdire les relations hétérosexuelles qui sont basées sur un rapport de domination extrêmement lourd, plus important que, disons, celui entre les gens qui ont une vingtaine d'années et les gens qui ont une quinzaine d'années. D'un autre côté, et je pense que c'est ça qui faisait aussi débat sur la question de l'âge de la majorité sexuelle, dont on a reparlé récemment en France, avec cette proposition d'abaisser la majorité sexuelle à 13 ans, c'est la notion presque de capacité de consentement. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de tension entre dire que certes, on a trop dénié une capacité de choisir aux enfants, etc., etc. Mais en même temps, est-ce qu'ils sont capables de faire ces choix sans contrainte morale, physique, etc., en présence d'adultes? Et le débat, là, évidemment, très différent de la liberté sexuelle entre enfants, qui là, une question qui est moralement, qui ne fait pas consensus, mais qui, disons, en termes de rapport de pouvoir, le fait moins, disons, parce que en tout cas, il n'y a potentiellement pas plus de rapports de pouvoir que dans le rapport d'autres individus, même si évidemment la question du consentement se repose à ce moment-là et qu'on ne peut pas non plus faire comme si cette question de consentement ne se posait pas parce que c'était simplement des enfants. Mais en même temps, entre des enfants, disons de moins de 15 ans, moins de 13 ans et des adultes, effectivement là la question est extrêmement complexe parce que y a un rapport de domination qui est extrêmement fort, même en dehors du contexte familial, et il y a la question de cette capacité de consentement qui est compliquée. Et du coup, même si on peut contester, comme on l'a fait depuis les années 70 et même avant, cette distinction discriminante entre majeurs et mineurs, il n'en reste pas moins que, disons, les individus de moins de 13 ou 15 ans ont une capacité de consentir qui n'est pas la même que celle des adultes. Et du coup, comment est-ce que... quels étaient les arguments un petit peu pour traiter de tout ça, de ces questions extrêmement complexes à l'époque Effectivement, maintenant on voit la complexité de ces questions se lit dans nos débats contemporains, il n'y a aucun doute là-dessus, que les débats récents sur le renforcement aussi de la répression des auteurs de violences sexuelles contre des mineurs. J'ai l'impression que la forme du débat des années 70 nous ramène à ce qu'on disait un peu avant, c'est-à-dire l'idée que ceux qui défendaient la possibilité de se passer de la notion juridique de majorité sexuelle le faisaient dans l'idée qu'il fallait le concevoir dans un cadre, je ne sais pas si on pourrait dire post-familial, mais en tout cas dans un cadre de rapport de pouvoir lui-même transformé. Bon, c'est une forme de question un peu récurrente finalement autour de ces débats, c'est-à-dire
on peut imaginer quelque chose qui rompe avec le besoin de la norme pénale, mais on peut plus facilement l'imaginer dans une structure sociale qui est elle-même transformée par l'amoindrissement ou la disparition de rapports de force préexistants. Entre adultes et enfants, du coup. Entre adultes et enfants, par exemple. Notamment dans un Ouais. cas de famille. Voilà, c'est ça. Mais c'est certain que, à la fois, la force prise par les mouvements homosexuels dans la seconde partie des années 70, leur capacité à faire entendre leurs revendications de lutte contre la discrimination dont ils étaient victimes autour de l'article de loi dont on parlait tout à l'heure, a donné une plus grande place à ce débat, et à l'intérieur de ce débat, à ceux qui défendaient cette idée qu'on pouvait abolir la majorité sexuelle. Et leur argument, c'était celui que tu disais, tout le monde est en capacité de consentir. S'il n'y a pas de consentement, il y a un délit. S'il y a un consentement, il n'y a pas de délit. Au fond, c'est ça l'argument général, je ne saurais pas le reformuler autrement. Argument auquel s'est opposé l'idée que, non, la capacité à consentir n'est pas universellement distribuée. Et la norme de la majorité sexuelle, pour arbitraire qu'elle soit, n'en est pas moins nécessaire. Par exemple, il y a aussi eu des débats sur est-ce qu'il faut déplacer la majorité sexuelle ? Est-ce qu'il faut la baisser un peu ? Est-ce qu'il faut baisser 1 an ? Est-ce qu'il faut mettre une autre limite ? C'est-à-dire, dans les débats, on voit bien la conscience du caractère arbitraire de l'âge. Je veux dire, qu'est-ce qui change entre le 31 décembre de l'année précédente et le 1er janvier de l'année suivante ? Il y a une dimension formelle dans la fixation d'un âge qui a fait l'objet d'interrogations critiques, y compris parmi les personnes qui luttaient contre les violences sexuelles, qui étaient interpellées par la dimension potentiellement arbitraire de la fixation de l'âge. Mais néanmoins, si on prend en considération la protection de la vulnérabilité spécifique des enfants, c'est difficile de le faire dans la loi sans fixer un âge, même si, et là je me permets un petit détour géographique, il y a eu aussi dans d'autres législations des tentatives pour rendre cette norme plus subtile ou plus complexe. Alors je m'explique. Avec Nicolas Salé, on a fait un peu le même travail concernant le Canada, et on voit qu'au Canada, il y a eu le même genre de débat, en fait. Les lois étaient formulées différemment, mais il y avait aussi des formes de discrimination de l'homosexualité liée à l'âge dans les années 70 qui ont été combattues par des mouvements qui eux-mêmes se sont posés les mêmes genres de questions qu'on se posait. Et au fil des réformes liées à ces mouvements, on voit que la majorité sexuelle est devenue une notion elle-même complexe. C'est-à-dire qu'au Canada, la loi va fixer un âge général et puis ensuite va fixer des âges spécifiques. Par exemple, vous pouvez avoir des relations sexuelles avec une personne de 15 ans, mais vous ne pouvez pas si vous êtes son prof de tennis. Vous pouvez avoir des relations sexuelles avec une personne de 15 ans, mais vous ne pouvez pas s'il s'agit de faire de la pornographie ou de la prostitution. Ou la loi va aussi prévoir la question des écarts d'âge, en disant, plus vous êtes jeune, moins vous pouvez avoir d'écart d'âge. Vous pouvez avoir des relations entre quelqu'un de 13 et 14 ans, mais pas de 13 et 20 ans. Mais par contre, quand on est plus vieux, on peut avoir plus d'écart d'âge. Et donc finalement, ces caractères un peu insaisissables de la barrière du consentement, on peut dire qu'elle se traduit aussi par des complexifications de la borne qui essayent de prendre en considération le fait que selon les écarts d'âge et les rapports d'autorité, on n'est pas exactement dans la même configuration. Oui, ça fait écho à aussi des études sociologiques justement sur les pratiques sexuelles des jeunes, à partir de quel âge les jeunes ont des relations sexuelles et avec quel écart d'âge moyen, etc. etc. Mais effectivement, même si on peut affiner entre guillemets les outils pénaux, ça reste une question complexe. Et d'un côté, effectivement, on ne peut que critiquer le caractère extrêmement arbitraire de cette norme. Et en même temps, dans le cadre de la société actuelle, ça paraît compliqué de faire autrement. Après, effectivement, l'assouplir, la déplacer, Mais tout ça, c'est des questions effectivement extrêmement compliquées. On comprend qu'elles étaient débattues autant. Déjà, la question du viol charriait l'idée que peut-être que la justice, en prenant en considération ces questions de viol, risquait finalement de commettre, d'emprisonner, avec toutes les conséquences que ça implique, et aussi d'emprisonner plus particulièrement les hommes racisés et ou prolétaires. Parce qu'évidemment, c'est évidemment un des aspects de la question. Et aujourd'hui, on voit très bien que les viols sont plus condamnés en banlieue parisienne que dans les écoles de commerce ou les soirées du 16e arrondissement. Mais là, c'est un débat encore plus compliqué, parce que malgré tout, dans le débat sur le viol, il y avait quand même encore l'idée que malgré tout ça, il fallait quand même lutter contre la domination patriarcale qui était présente, y compris dans les milieux racisés et ou prolétaires.
et que si on pouvait contester les manières de s'opposer à ces crimes sexuels patriarcaux, il n'en demeurait pas moins nécessaire de lutter contre leur impunité. Et que dans un contexte qui n'est pas révolutionnaire, lutter contre cette impunité passait notamment par l'appareil judiciaire et pénal. Mais par contre, dans le cadre donc de la majorité, de la question de la majorité sexuelle, déjà, ce ne sont pas ou rarement les mineurs eux-mêmes qui portent ces revendications, et en tout cas pas les mineurs finalement qui, c'est pas les moins de 13 ans ou les moins de 15 ans qui vont porter majoritairement, c'est à la limite les mineurs de plus de 15 ans et les militants homosexuels qui vont porter ces revendications. Donc déjà, il y a le problème d'un mouvement social qui est fondé sur l'absence, plus ou moins complète, d'une partie des intéressés. Et puis deuxièmement, il y a le fait que les représentants de ce mouvement sont en grande partie des gens qui sont du côté dominant dans le rapport de domination. Donc évidemment, dans le cas des féministes, ça pouvait être le cas. Il y avait des féministes bourgeoises, blanches, qui pouvaient s'opposer, disons, dans le cadre d'un procès à un prolétaire racisé. Mais là, on est dans un écart, disons, en termes de rapport de pouvoir, qui est beaucoup plus important. Parce que, enfin voilà, c'est là où on voit que c'est une question extrêmement complexe et que si le mouvement féministe a pu finalement, comme tu l'as dit, dépasser un petit peu cette question en disant en attendant mieux, et notamment des formes de justice manu militari, de justice féministe ou d'autodéfense, qui quand même reviennent aujourd'hui sur la table, notamment dans des séries qui mettent en scène justement des espèces d'expéditions punitives contre des violeurs, qui sont effectivement des formes de justice peut-être intéressantes, je ne sais pas. Mais que, voilà, qu'en attendant, il fallait malgré tout lutter contre l'impunité de ces crimes, tout en essayant d'atténuer leur instrumentalisation raciste, surtout, parce qu'évidemment, dans le contexte actuel, islamophobe et raciste, évidemment que la justice n'a pas tellement de problèmes pour condamner des violences sexuelles commises par des prolétaires racisés sur des femmes blanches ou même des femmes racisées. Et de là l'importance d'une critique peut-être plus classique, de dire finalement ça reste une justice de classe et de race dans la mesure où les violeurs des classes bourgeoises, des classes moyennes supérieures et blancs échappent largement à la condamnation pénale. Alors je ne sais pas si du coup à partir de tous ces éléments on pourrait conclure. Qu'est-ce qui te semble le plus important à retenir de toutes les réflexions et de toutes les critiques qui ont été faites à cette époque? Et qu'est-ce que tu penses qui, depuis lors, donc depuis, disons, le début des années 80, a été dépassé, mieux pensé, repensé, apporté, en plus de ce qui avait été pensé dans les années 68? C'est difficile comme question. Un point, je pense qu'il faut mentionner, c'est le fait que un aspect qui a rendu encore plus compliqué et conflictuel ces rapports militants à la justice, c'est que à partir de la fin des années 70, l'État n'est pas resté inerte sur ces questions, dans deux directions. Une première direction qui a été une forme d'accueil des revendications militantes, en particulier par la réforme du viol de 1980 et la réforme de la répression de l'homosexualité des mineurs de 1982. Et en même temps, à partir de la seconde partie des années 70, le monde politique va constituer l'insécurité comme un problème politique majeur, le nombre de personnes incarcérées va repartir à la hausse, et un grand nombre de lois pénales vont succéder avec des formes qui nous sont maintenant assez familières, du type soit renforcer la répression contre les récidivistes, soit imposer des peines de prison incompressibles pour les crimes les plus graves. Bon, des réformes qui commencent à s'imposer dès la fin des années 70 en réalité. Ça va compliquer le tableau général de nos rapports politisation des questions militantes, parce qu'à ce moment-là, en face de cette offensive réactionnaire, tout un pan du militantisme sur les questions judiciaires va se constituer en défense, c'est-à-dire dans la lutte contre ces réformes, au nom de la défense des droits
dont on parlait tout à l'heure, des droits des prisonniers, mais au nom de la défense des droits des êtres humains d'une manière plus générale, pour lutter contre cette progression de la répression pénale. Et cette forme de politisation offensive des questions pénales par la droite à la fin des années 70, dont là, pour le coup, on n'a pas de mal à suivre les formes de continuité dans les années 80-90 et jusqu'à nos jours, va encore plus fracturer l'espace des positions militantes en matière pénale. Entre la défense contre ces offensives et l'obtention de réformes qui, par d'autres aspects, obtiennent des renforcements ponctuels de la répression contre tel ou tel auteur d'infraction, les violeurs, les auteurs de discrimination, etc. La question des pédophiles, par exemple, se situe bien à l'intersection de ces problématisations. C'est-à-dire que d'un côté, on voit qu'il y a une histoire militante qui va interroger ces notions de majorité sexuelle avec toute la complexité que tu as rappelée. Et d'un autre côté, dans le cadre de la politisation réactionnaire des questions pénales, la pédophilie, ça va devenir la grande question qui permet de se saisir d'actes criminels comme des faits divers, de s'en servir comme argument pour renforcer la répression pénale, encore et encore, pour allonger les plus longues peines de prison, etc. Et je pense qu'on hérite de ça, en fait. On hérite de ça, on hérite de cette atomisation et complexification du champ militant en matière pénale, ce qui aboutit à des situations compliquées. Tu parlais de l'article de Véronique Legoaziou dans Nouvelles questions féministes, qui montre que, effectivement, il y a une répression plus grande maintenant que dans les années 70, même si la question de la répression des violences sexuelles au cours des dernières années là, pose vraiment des questions assez nouvelles, finalement, avec la stagnation, voire la baisse des condamnations. C'est encore toute une autre question. Mais, par exemple, concernant les violences sexuelles depuis la fin des années 70, on peut dire que d'un côté, l'État pénal s'est doté de tout un arsenal spécifique de peines plus lourdes, de fichage, de surveillance après la peine, d'injonction de soins, etc. Alors qu'en même temps, les enquêtes de victimation nous montrent que les violences sexuelles demeurent majoritairement impunies, et d'autant plus impunies qu'elles sont commises par des membres des classes dominantes. Et peut-être par rapport à ça, c'est là où on voit que la pathologisation a rejoué contre finalement les revendications féministes, puisque le fait de considérer les violeurs comme des criminels pathologiques, avec tout l'arsenal du coup dont tu as parlé contre eux, fait que ça permet de tracer une ligne très claire entre finalement une infime minorité de violeurs qui seraient, voilà, et là c'est à l'intersection de la psychophobie, donc qui seraient des malades mentaux, souvent des criminels, des délinquants, racisés, prolétaires ou lumpen prolétaires, etc. Et en même temps, la bonne majorité vertueuse des hommes qui ne commettraient pas ce genre d'acte. Évidemment, avec toute la question du fait qu'il y a effectivement une loi depuis 92 qui condamne le viol conjugal, mais je ne sais pas combien est-ce qu'il y a eu de condamnations là-dessus. Je pense nombre très faible par rapport à l'ampleur, disons, du phénomène tel qu'on peut le voir par exemple sur des sites de témoignages comme Paye ton couple. Il y a eu une récupération, une instrumentalisation par les politiques sécuritaires, les politiques répressives de cette question qui finalement n'a pas traité le fond du problème, c'est-à-dire finalement le viol comme une des manifestations d'un patriarcat qui est généralisé à toute la société. Donc il n'y a pas traité le problème et qui en plus on a rajouté de nouveau, de manière générale évidemment, une répression à tout bout de champ, et qui en plus touche plus spécifiquement des populations racisées et prolétaires. Et c'est là où la notion d'homonationalisme ou de fémonationalisme est intéressante pour voir comment est-ce que ces politiques sécuritaires prétendent s'appuyer sur la défense des droits des homosexuels et des femmes, alors qu'en réalité ils ne traitent pas le problème de fond et qu'ils se contentent en fait de s'acharner sur des populations qui sont déjà vulnérables. Oui, c'est certain. Je pense que, mais là je parle pas en historien, c'est ma perception de ce qui se passe de manière très actuelle ou contemporaine. Certainement, il y a une question qui traverse beaucoup de questionnements militants aujourd'hui, qui est un peu finalement une forme de bilan critique de ce qu'on gagne vraiment quand on gagne quelque chose dans l'ordre de la justice pénale. Est-ce qu'on peut transformer, je pose la question, c'est un peu large comme question, mais bon, est-ce qu'on atteint la justice sociale par la justice pénale ? Bon. Qu'est-ce qu'on gagne quand on change dans la justice pénale ?
Et me semble-t-il, ce qui est important, c'est à la fois de tenir ce que la sociologie nous apprend d'un tel bilan critique, c'est-à-dire que quand on change la justice pénale, on s'inscrit dans des mécanismes qui sont des mécanismes violents, parce que c'est des mécanismes répressifs, et des mécanismes inégalitaires, puisque pour les mêmes raisons que dans d'autres secteurs de la justice pénale, finalement la justice va finir par se tourner toujours vers les mêmes clientèles. Et en même temps, l'usage du droit, c'est une ressource critiquable, mais c'est une ressource qui, dans certaines situations, est difficile à dépasser. Je te prends un exemple issu de travaux canadiens. Par exemple, on peut dire la justice pénale, c'est un mauvais outil pour traiter les violences conjugales. Incarcérer un mari violent, est-ce que ça va résoudre le problème? Comme tu dis, on peut dire c'est rajouter un problème sur le problème. Donc, des tentatives pour dépasser cette aporie vont consister à dire qu'il faut se tourner vers d'autres formes de justice. Des formes plus réparatrices, des formes de médiation, des formes de dialogue, d'écoute, d'échange, etc. Mais on peut aussi arriver à la conclusion, ce qui est celle de certaines études sur cette question-là, que dans un cadre où le rapport de force est inchangé, la médiation ne renverse pas le rapport de force, mais le reconduit. Et donc, d'une certaine manière, un peu paradoxalement, on pourrait dire que ce qui rend difficile à dépasser la justice pénale, c'est ce qu'elle a de plus critiquable, c'est sa force même au sens de sa violence. C'est-à-dire, c'est un recours sur les vertus duquel il ne faut pas se leurrer, mais en tant que force, c'est parfois une ressource dans une situation inégalitaire dans laquelle on n'a pas de force à opposer à une situation de violence subie. Et me semble-t-il, c'est ces deux bouts de la question qu'il faut essayer de tenir ensemble. Et j'ai l'impression que c'est des débats relativement vivants au sens où certainement on va rechercher dans un héritage peut-être un peu oublié ou plus radical des années post-68 l'idée qu'il faut articuler les formes de domination pour penser des formes de transformation sociale qui ne soient pas seulement de l'ordre d'édicter des nouvelles interdictions, sans tomber, me semble-t-il, dans un peu la facilité d'une critique de l'usage du droit qui finalement le renverrait seulement dans le registre de l'illusion ou de la critique petit bourgeoise. Oui, c'est intéressant parce que c'est là où on est face effectivement à un paradoxe un peu insoluble, une tension. Que d'une part, effectivement, si on fait le bilan des 40 dernières années, il n'y a pas tant de choses qui ont été gagnées finalement par la médiation de la justice pénale, notamment en termes de diminution des crimes homophobes, sexistes, qui à la limite sont moins manifestes dans certains domaines, notamment dans l'espace public, mais qui peuvent de toute façon se reconfigurer, se transformer. Et en même temps que cette justice pénale va de toute façon, si elle incorpore la lutte contre ces violences et ces discriminations, va le faire en reconduisant des dominations, notamment racistes et de classe. Et en même temps, comme tu le dis bien, on ne peut pas non plus sombrer dans l'idée d'impunité, qui parfois, dans certains milieux militants, a eu tendance à exister avec des cas d'organisations, y compris libertaires, qui ont, à l'échelle locale, plus ou moins couvert des auteurs d'agressions sexuelles sur leurs camarades. Donc, ce qui est évidemment un vrai problème. Et évidemment, ces organisations, on peut comprendre tout à fait qu'elles ne recourent pas à la justice pénale. De toute façon, c'est vrai que quand on voit quand on voit le nombre, enfin le fait de porter plainte, déjà l'épreuve que ça représente, et ensuite le fait que est-ce que ça va être vraiment pris en compte, et le fait que est-ce que ça va vraiment aboutir, ça je pense que c'est quand même un argument qui joue plutôt en faveur du fait que la justice pénale n'est pas si effective que ça dans ce genre de questions. Mais en tout cas, et c'est ce que un militant anticarcéral de Montpellier me disait il y a 2 ans, c'est que si on ne veut pas faire appel à la justice pénale, il faut proposer autre chose à la place. Et pas simplement être dans l'impunité. Et être capable, puisque tu parlais de force, de poser un rapport de force qui soit peut-être pas aussi impressionnant que celui de la justice, qui effectivement sera toujours... La justice parviendra toujours mieux à imposer un rapport de force, par exemple, avec un violeur, mais à opposer un rapport de force tel que ce violeur, malgré tout, ne recommencera plus, sera écarté des cercles, par exemple, militants, etc., etc. Et
si ce rapport de force n'est pas créé, évidemment que c'est compliqué de ne pas recourir en fait à la justice pénale en dernière instance. Et du coup, il faut réussir à penser cette question du rapport de force qui commence à se reposer maintenant, avec notamment le retour de la question de l'autodéfense. Mais c'est vrai que ça peut paraître un peu facile à dire, mais qu'effectivement, il faut proposer une alternative à la justice pénale et la réaliser concrètement, même dans le cadre d'ailleurs de la société existante, pour, disons, éviter l'alternative entre faire le jeu finalement de l'appareil répressif, de la justice pénale, et discriminatoire, et reconduit de domination, et qui n'est pas très efficace, et qui ne prend pas forcément en compte les plaintes, etc., etc., et l'impunité, qui est évidemment aussi quelque chose de problématique. Oui. Alors pour proposer autre chose, si je me permets un petit détour, effectivement, j'ai écouté il y a pas longtemps une conférence de Jérôme Bachet sur les apatistes et leur système de justice. C'est intéressant parce qu'il montre en quoi c'est une forme d'organisation qui propose autre chose, une forme de justice où on voit que les mots qui reviennent sont ceux d'écoute, de médiation, de réparation, d'accord et compromis entre les parties. Et c'est intéressant parce que c'est des termes qui font un écho très très fort à tout ce que des militantes féministes, par exemple, ont essayé de porter au sein de la justice pénale comme d'autres formes de réponse aux violences conjugales, comme d'autres formes de réponse aux violences sexuelles. C'est-à-dire, plutôt qu'une justice qui frappe, une justice qui recoue, plutôt qu'une justice qui violente, une justice qui intègre, etc. Et donc, certainement, il y a des liens entre des formes d'expérimentation de justice qui fonctionnent autrement ici et maintenant, et des formes d'expérience de ce que pourrait être une justice dans une société qui marcherait vraiment différemment. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qu'explique Jérôme Bachet, c'est que ce qui fait que ça fonctionne, la justice dont il parle chez les apatistes, c'est aussi que ça se situe dans une société où les dénivellations sociales sont faibles et où l'habitude de maintenir le bien commun est forte. Et donc, en ce sens-là, il tient les deux bouts de la question d'une alternative, c'est une forme institutionnelle alternative dans une forme sociale alternative. Et c'est certain que la question qui se pose dans un cadre d'une forme sociale pas alternative, c'est la question de savoir jusqu'où, dans quelle mesure on peut transformer de l'intérieur la logique de la justice dans un monde qui reste globalement, en attendant mieux, le même. Bon, évidemment, j'ai pas de réponse à cette question, mais c'est comme ça que je l'aperçois aujourd'hui. Non, effectivement, je pense que c'est une bonne conclusion de dire que finalement, la transformation de la justice, des modes de réparation des torts commis, qui ne se penseraient pas forcément en termes de punition, elle passe aussi par une transformation plus globale de la société, comme c'était d'ailleurs pensé dans le cadre des années 68. Et pour prendre un autre exemple, en France, qui ne se situe pas encore dans une transformation globale, mais disons dans une transformation à une échelle locale, dans une temporalité donnée, et qui avait toutes ses limites. Dans le cas de la ZAD, il y avait aussi l'ébauche un petit peu d'une tentative de justice différente, fondée sur justement des médiations. Il y avait des médiateurs qui essayaient de résoudre des conflits, avec aussi le fait que le rapport de force pouvait faire évoluer des choses. Par exemple, il y a eu à un moment un groupe de 40 ou 50 femmes qui sont allées expulser une personne de la ZAD qui avait commis des agressions sexuelles ou du harcèlement, etc., et qui avait la capacité, le rapport de force pour faire en sorte que cette personne ne revienne jamais. Et du coup, ça fait que, on va dire qu'à un horizon relativement restreint, cette question du rapport de force, elle est extrêmement importante pour justement essayer de ne pas tomber dans soit faire le jeu de la justice pénale, soit faire le jeu des gens qui ont commis des agressions et des violences. Et en même temps, à plus long terme, évidemment, ça pose la question de la transformation de la société d'une manière radicalement différente, telle que l'avaient envisagé les militants et les militantes des années 68. Et une transformation qui pense non pas seulement la transformation de la société de classe, mais aussi l'abolition de la société patriarcale, l'abolition de la société de classe,
l'abolition du système raciste. Et évidemment, c'est là où cet imaginaire des années 68 et toutes ces réflexions sont extrêmement intéressantes, même si peut-être qu'aujourd'hui, on arrive encore mieux à articuler ces différents projets d'émancipation et ces différentes critiques des rapports de domination, notamment à travers des outils comme l'intersectionnalité ou la consubstantialité des rapports sociaux, ou toutes les problématiques de différents mouvements comme le féminisme décolonial, etc. etc. Et ben donc, merci Jean Bérard de nous avoir parlé de cet ouvrage, donc La justice en procès, les mouvements de contestation face au système pénal 1968-1983, donc qui était paru aux presses de Sciences Po en 2013, et on invite vraiment les auditeurs et les auditrices à le lire pour tout l'intérêt historique et puis aussi le développement un petit peu de tous les arguments qui ont été portés dans tous les débats dont on a parlé. Et on espère donc que nos auditeurs et nos auditrices auront apprécié cette émission donc on te remercie. Merci à toi. Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes. La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle. Mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle. Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne. Alors je le dis, parce que c'est la vérité. Il ne faut pas travailler. Tu vois, il faut s'organiser pour ne plus jamais travailler.